Chers compatriotes d'Algérie, chères sœurs, chers frères d'Algérie et de toute l'Afrique du Nord, bonsoir à vous tous. Azul Filaoul, Massa Noor, Massa Noor. Nous allons prendre 4 à 5 minutes dans cette introduction que nous allons réserver à un message en anglais à des responsables du programme des Nations Unies pour le développement à New York et des responsables de la Banque mondiale et du FMI à Washington. À Washington. Et ensuite, nous allons rebasculer vers la langue française et aborder la situation en Algérie. Cette fois-ci, nous allons l'aborder comme la dernière fois, de la manière la plus simple qui soit, même en fournissant des éléments de détail, des éléments assez complexes. Assez complexes. So, Mr. Akim Steiner, UNDP administrator at the United Nations in New York, to Ms. Kristalina Georgieva, head manager of the IMF, Genevieve Verdier, chief economist at the IMF, and Tatiana Pischerkina. I'm sorry, I apologize if I mispronounce your name, from the IMF. My greetings from Ontario, Canada. Also, to Miss Roberta Gatti, chief economist at the World Bank, Farid Belhaj, vice president at the World Bank, Stefan Koberly, director strategy and operations at the World Bank, and Abdelhak Braktia. I think that you are an administrator in the security services of the World Bank. My greetings also from Ontario, Canada. During the second week of the third week, of July 2022, I came to Washington, D.C. and New York. With the World Bank, I had dropped for you and for the economist Genevieve Verdier a bunch of economic analysis about the situation in Algeria. The same documents were sent, to the IMF, to Kristalina Georgieva and Genevieve Verdier. So I have just to precise that even if I got some difficulties to discuss to have a vice versa in the World Bank, I want to say thank you to Mr. Abdullah Braktia for the short discussion that we got together. Even if you were with one of your colleagues, I don't know his name. We have discussed about the situation of Algeria and about my target for coming to the World Bank in Washington, D.C. During this discussion, we dealt with the situation in Algeria and the big trouble in which Algeria is after the readout in concern of the World Bank published by the Algerian the official information agency of Algeria, l'APS, the readout concernant la Banque mondiale. We have dealt with this. We have dealt with the Tigray populations in Ethiopia, Eritrea, to be precise, and we have dealt with the purposes of peace in Algeria. With the IMF, I want to let know Miss Genevieve Verdier and Kristalina Georgieva that I got a lot of difficulties to get in the IMF headquarters. After that, a small quarrel happened between me and the security services of the IMF. So I described it
shortly in my letter to you and Genevieve Verdi. What I want to say by this, that everywhere we go, we can find nice, kind, serious persons, but also we can find stupid, idiot, naughty, and nasty persons. So this topic we can deal it, we can explain it by games of strategy. Let's go forth. My aim by coming to IMF headquarters in Washington is to avoid blood flows in Algeria, to keep Algeria peaceful, and to manage the rhythm, the pace of the structural program adjustment, le programme d'ajustement structurel, structural adjustment program, package, exactly, not program, package, which is assigned to Algeria, which is a havoc one, a disastrous, will produce a disastrous, and with these disasters, the Algerian state will fall down, and the Algerian nation will collapse. After these words, I will, of course, deal with different issues: peace, development, anthropology, and international relations, with basic concepts of economics. Thank you. I apologize. I have to speak in French in order to let my compatriots in Algeria and in North Africa understand what I will say. Donc, chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Afrique du Nord. Donc là, c'est en quelque sorte un readout, c'est-à-dire c'est un compte rendu de mon déplacement à New York et à Washington. À New York, c'est auprès du Programme des Nations Unies pour le développement, et à Washington, c'est auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, pour essayer de voir un petit peu, pour trouver des solutions idoines, pour éviter, pour maintenir l'Algérie en paix, pour éviter l'effusion de sang, pour le respect des droits de l'homme, en abordant le côté anthropologique et droits humains. Et droits humains, bien sûr, avec un soubassement, relations internationales et économie internationale. Voilà. Donc, pour partir à Washington et New York, nous sommes partis avec des chiffres. Tout ce que vous voyez ici, tout ça, ne sont que des chiffres. Ne sont que des chiffres et des graphiques qui nous permettent de comprendre la situation en Algérie, les diagnostics posés, les solutions proposées et les solutions alternatives. Donc, pour aborder toutes ces problématiques, nous allons utiliser bien sûr des concepts de relations internationales et d'économie, bien sûr, mais nous allons les aborder plutôt sous un angle qui paraît plus simple alors qu'il est plus complexe. Il est encore plus complexe. Alors qu'il est plus complexe. Nous allons l'aborder à travers la santé, l'éducation, le développement économique, l'anthropologie, l'ethnologie, les droits humains. Les droits humains. Nous allons les aborder avec ce canevas, avec ce framework, hein, avec cette grille d'analyse. Donc, comme nous l'avons dit, l'économie ne vient qu'en dernier lieu. Hein. Nous allons commencer par un problème international de l'Algérie. Ensuite, nous allons revenir, si nous commençons par ce problème international de l'Algérie, c'est pour montrer la complexité de la situation. Et nous allons revenir vers des aspects plus simples. Ensuite, des aspects plus simples à comprendre.
Mais les problèmes qu'il pose sont assez complexes à résoudre. Voilà. Abraham Lincoln a dit: No man is poor who has a godly mother. Abraham Lincoln, père fondateur des USA, des États-Unis d'Amérique, ancien président, parmi les premiers présidents des États-Unis d'Amérique, a dit: No man is poor who has a godly mother. Aucun humain n'est pauvre s'il a une mère divine. C'est Abraham Lincoln. Voilà. Pour nous, le temps a fait qu'il nous était impossible de voir la nôtre, de voir notre mère actuellement. Et pour nous, notre mère est divine. Donc, à tous les responsables de la Banque mondiale, aux responsables du PNUD, aux responsables du FMI que nous venons de citer, donc nous commencerons notre readout, ce compte rendu, avec des mots pour notre mère. Et ce sera en kabyle, notre langue maternelle. Notre langue maternelle. Ima ou khedmara ghilif. Wagi الزردكا وقي دير الجرح يساغ داكي دير الجرح يساغ داكي قزنداو حتى باش وخدم ضراغيلي خدمه باش ويتقرا حرام مليح متي تحريك غابوسيو هاتا همتي سنا خايمه باش تخدم ضراغيلي همتي نعطا شي قلان دواس هاتا هذا شي قلان دواس دير الجرح دايقي قلان دواس ها دونك ترى الثرا باش تمسلايا تجمعت إما هذا شرم ضلباغ دعوة الخير كوم دابيتود كنيثنو مضيمة دعوة الخير دعوة الخير كويت إلى حباب يوقاد إلى حبابنا دعوة الخير يوقاد تفغيض دعوة الخير وذي موثن يوقاد يدرن إلى حبابي كويت تصور بيه سريمة ها كويت تصورها زرد بليك والسنة قاعد أناكا وي غادي لا زاتم باش راك مزير غروري راك مسدنا وين دور اتشكل بليك تاع بوتيم تورود فوالا ايما بون ليتس جو ناو Nous allons commencer par un premier problème, une première problématique qui se pose à l'Algérie. Ensuite, nous allons revenir à des sujets très basiques. L'Algérie doit aller sur l'endettement international. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, et nous le répétons aujourd'hui. Et c'est depuis 2015 que nous l'avons dit. Ok? L'extractivisme dont est victime l'Algérie, c'est depuis 2015. Donc, pour l'endettement international, 3 options se présentent pour l'Algérie. 3 options. Il doit y en avoir d'autres. Mais les trois options claires sont 1. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui a fait de l'état-major de l'armée algérienne des caporaux. C'est caporaux. Même pas des aides de con. Des caporaux bas étage là. Qui a fait de la présidence de la République algérienne une conciergerie. Et qui vient, après sa tournée en Afrique, qui vient d'insulter les Maliens à partir d'un pays autre que le Mali. En Guinée-Bissau. De Guinée-Bissau
ou c'est ça, de Guinée-Bissau, ou Guinée-Bissau ou Côte d'Ivoire. Alors, lors de sa dernière visite dans les pays africains, il a insulté les Maliens à partir d'un pays étranger. Son insulte consiste à encore embraser plus le Mali en indiquant les victimes, les Peuls, tribus. C'est comme s'il indiquait les Chaouis, les Mozabites, les Tergis, les Kabyles, les Arabes en Algérie. C'est comme s'il les indiquait. C'est comme s'il disait que les Aurésiens, les Peuls au Mali, c'est comme si les Aurésiens en Algérie, les Kabyles en Algérie, les Arabes d'Alger en Algérie, les Tergis dans l'extrême sud, ou bien comme les Tlemceniens, les Oraniens en général, etc., les Mozabites, sont des victimes. Donc, il embrase encore plus le Mali, alors que la cause principale de ce qui se passe au Mali est d'abord de la responsabilité des Maliens et de la faute des Maliens, qui ont donné, au même titre que le Niger, que le Tchad, que la République centrafricaine, qui ont donné leurs ressources naturelles à la France avec une monnaie française. Voici la cause du terrorisme dans ces pays dominés par le roi de France et ses colonies africaines. Donc nous revenons. Donc le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui après avoir ravagé la France, veut ravager toute l'Afrique. Il a déjà ravagé. Donc il a fait des généraux de l'armée algérienne ses caporaux, il a fait de la présidence algérienne une conciergerie. Donc, et lui, c'est une voie pour l'endettement international, l'Algérie. Il détient une solution pour le futur endettement de l'Algérie à travers un groupe de banques dirigé par la banque Rothschild, la banque Rothschild qui l'a formé. Donc, il peut construire, demander à la banque Rothschild de conduire un groupe d'investisseurs privés dans la future dette souveraine de l'Algérie. Pendant que la France s'endette à des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire si elle emprunte 100 milliards d'euros, elle peut rembourser 80 milliards d'euros. L'Algérie va s'endetter avec des taux d'intérêt de 10, 15, 20, 25%, avec des actions d'une débilité indescriptible des généraux algériens. L'affaire de communiqué de la Banque centrale, de la Banque mondiale, le limogeage de la Banque centrale, le refus d'admettre que le gaspillage des ressources internationales algériennes par l'armée algérienne va conduire l'Algérie à la cessation de paiement. Nous allons revenir sur la cessation de paiement. Ça, c'est la première voie pour l'endettement de l'Algérie. La deuxième voie pour l'endettement de l'Algérie, c'est quoi? Mario Draghi, le chef du Conseil italien, qui est venu en Algérie, qui a fait des emplettes gratuites en Algérie, le gaz, qui a fourgué des contrats à l'Algérie, mais cette fois-ci, pas en tant que président gouverneur de la Banque centrale européenne, de la BCE, mais en tant qu'ancien directeur, vice-président à Goldman Sachs, aux États-Unis d'Amérique. Donc, ils vont demander à Goldman Sachs de constituer un groupe d'investisseurs privés. Pendant que l'Italie s'endette à des taux d'intérêt privés, nous allons à des taux d'intérêt négatifs, nous le répétons, pour que ça rentre une fois pour toutes dans la tête des Algériens. L'Algérie va s'endetter à des taux probablement de 25-30%. Nous ignorons. La troisième voie pour l'endettement international. BlackRock. Ça fait plus de 6 mois depuis que nous avons parlé de BlackRock. À travers quoi?
à travers le gazoduc Nigeria, Niger, Algérie, que nous allons aborder d'une manière un peu plus construite là, en faisant un parallèle avec le gazoduc Algérie-Espagne qui passe par le Maroc et tous les problèmes qu'il y a. Rapidement, BlackRock, qui est un fonds d'investissement privé, qu'on appelle en anglais private equities. Actuellement, il est aux alentours de 8 000 milliards de dollars. Disons bien, hein? 8 000 milliards de dollars de capitaux à investir. De capitaux disponibles. OK? Donc, prêter 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards à l'Algérie avec des tranches, avec des conditionnalités toujours de plus en plus sévères, c'est comme donner une sucette à un enfant. Voilà maintenant pour le premier problème énorme qu'attend l'Algérie. Maintenant, nous allons revenir à des aspects, nous le répétons, qui vous paraîtront simples, mais ils sont très complexes. Des aspects très simples, mais qui sont très complexes, quand ils sont mis sur la table de négociation, hein, sur la table de négociation. Donc, dans nos premiers mots, nous avons parlé de l'endettement international de l'Algérie. Nous allons rester sur la question de l'endettement de l'Algérie, mais d'une manière très rapide. L'endettement de l'Algérie signifie l'Algérie doit s'endetter parce que ses réserves internationales ne suffisent plus pour couvrir les besoins de l'Algérie. Alors, qu'attendent le gouverneur de la Banque d'Algérie, le ministre des Finances, le Premier ministre pour s'exprimer, pour parler du niveau des réserves internationales de l'Algérie? Au lieu de nous bassiner avec des mois de réserve supérieurs à une année, inférieurs à 2 années, et toutes sortes de balivernes, nous qui avions dit il y a plus d'une année et demie que l'Algérie ne disposait que de 6 mois d'importation, d'après les chiffres de la Banque mondiale. D'après les chiffres de la Banque mondiale. Donc, nous restons sur cette position. Que les trois responsables viennent nous contredire. Maintenant, il y a des subtilités. Maintenant, si l'état-major de l'armée ordonne la rédaction d'un communiqué qui sera publié par l'APS pour dire que le nombre de mois d'importation de l'Algérie est, par exemple, de 18 mois, c'est une possibilité qui décrédibilise encore plus l'État algérien. Parce que l'État algérien refuse d'être transparent avec ses résidents, avec les Algériens, avec la nation algérienne. Nous éviterons le mot, le qualificatif de citoyen. Il refuse la transparence avec les sujets algériens. Maintenant, pour jouer avec les mots, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Algérie dispose de 73 mois d'importation, avec les réserves internationales disponibles et engageables immédiatement. C'est la définition des réserves internationales selon le FMI. Il dispose de 73 mois. Certains seront satisfaits. D'autres seront dubitatifs. Et d'autres diront ce qu'ils diront. Oui, l'Algérie peut avoir
50 de couverture d'importation. Si elle cesse d'importer les médicaments, le blé, l'armement, si elle cesse d'importer les SKD, les CKD pour l'industrie de transformation. Mais dans ce cas-là, c'est l'effondrement. Eh oui. Chers compatriotes d'Algérie, quand il s'agit de chiffres, soyez vigilants. Au niveau des institutions internationales comme le FMI, comme le PNUD, comme la Banque mondiale, comme l'OCDE, comme la Banque centrale européenne que nous allons citer après, comme Eurostat que nous allons citer après, soyez vigilants entre ce qui est appelé les chiffres absolus et les chiffres relatifs. Quand les chiffres absolus parlent, ils sont froids, ils sont de glace. Les chiffres relatifs sont comme un élastique. Voilà. Maintenant, cette déclaration, du moins ces mots, nous amènent premièrement à identifier les responsables, la source de l'information réelle, alors que ces détenteurs refusent de s'exprimer. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la question de la souveraineté de l'État algérien sur ses ressources internationales. C'est-à-dire, est-il capable de rapatrier toutes ses ressources internationales? Exemple, les réserves d'or. Est-il capable de recouvrer les créances qu'il détient? Sur le FMI, 5 milliards de dollars. Sur la France, du roi de France et de ses colonies africaines, minimum 3 milliards d'euros. C'est-à-dire, au taux de change actuellement, bon ben, c'est un peu moins, puisque l'euro s'est effondré. Voilà. Ça, c'est pour... Qu'attend-il pour s'exprimer formellement? Maintenant, ça, c'est un premier élément du grand puzzle de la complexité de la situation de l'Algérie et de toute l'Afrique du Nord. Nous le répétons que les Algériens, en continuant à rester dans cette dignité, ils sauveront la patrie. En continuant à demeurer pacifiques, ils seront un exemple pour les autres pays d'Afrique du Nord et même pour le monde. 3. En acceptant de se sacrifier, ils donneront la leçon à la présidence et à l'état-major de l'armée surtout. En parlant de l'état-major de l'armée, avez-vous remarqué que les gestionnaires de certaines grandes entreprises nationales, grandes de par le nom, de par le nombre de personnes employées, de par la réputation, sont changés à tour de bras, sauf les généraux d'état-major qui refusent d'être renouvelés. Avec cette particularité, caractéristique, à chaque fois qu'un général qui a roulé sa bosse depuis les années 90 se prononce publiquement, il dit une connerie. Chaque fois qu'il se prononce, c'est pour dire une connerie. Voilà, maintenant, nous avons réglé la question de la transparence de l'information, de la souveraineté de l'Algérie sur ses réserves internationales, sur le volume de l'endettement, sur le renouvellement de l'état-major de l'armée et les renouvellements à l'improviste, à tire-larigot qui s'opèrent au niveau des entreprises nationales. Donc, c'est trop. Maintenant, nous allons revenir à des aspects très terre-à-terre, très simples à comprendre par tout le monde, mais très complexe dans le fond. En partant, même si notre déplacement à Washington a précédé New York, nous préférons commencer par New York. À New York, donc, oui,
on nous a ballotté de l'ONU vers un service annexe de l'ONU, d'un autre service annexe de l'ONU, on nous a ballotté vers un autre immeuble appartenant à l'ONU, c'est sur l'East River. L'East River, donc pas loin de Brooklyn, tous les quartiers là. Donc ils nous ont basculé d'un service, d'un immeuble vers un autre, bon, jusqu'à avoir atterri à la bonne porte, celle du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement. Donc, nous avons fait ce que nous devions faire au niveau du PNUD. Du PNUD, nous sommes à pied, nous sommes partis visiter le bureau du Front de Libération Nationale ouvert grâce à Hussein Aït Ahmed en 1956 à New York. Voilà. Nous avons visité nous avons visité l'immeuble qui a abrité l'appartement qui a servi de représentation du FLN à New York pour introduire la question algérienne à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, c'est grâce à Hussein Aït Ahmed que cet appartement a été loué. Par la suite, il a été occupé par Mohamed Yazid et son épouse. Voilà pour notre action à New York. Le PNUD et le bureau du FLN à New York. Parce que c'est un élément d'histoire simple. C'est un élément simple. Mais de par l'histoire qu'il véhicule, de par les sacrifices, de par les actions qui ont été faites, les Algériens doivent comprendre que rien ne vient gratuitement. Il faut des efforts, il faut des sacrifices. Voilà. Donc ça c'est pour New York. À Washington, mettons de côté la Banque mondiale et le FMI, nous avons visité le mémorial dédié à Abraham Lincoln. Pourquoi Abraham Lincoln? Parce que c'est lui qui a dit, nous allons lire pour vous, as I would not be a slave, so I would not be a master. This expresses my idea of democracy. Whatever differs from this, to the extent of the difference of this is no democracy. Nous traduisons dans nos mots. Hein. De même que je ne voudrais pas être un esclave, je ne voudrais pas être un maître. Telle est ma conception de la démocratie, c'est notre traduction. Mais maintenant, la bonne traduction, peut-être la plus noble, la plus émouvante, est celle de Lounas Matoub. Dans son œuvre, Regard sur un pays damné. Or, pour nous, partir à New York auprès du PNUD des Nations Unies, du FMI et de la Banque mondiale devient accessoire devant la signification des actions de Hussein Aït Ahmed et de Lounas Matoub. Donc, en parlant des actions de Hussein Aït Ahmed et de Lounas Matoub, nous atterrissons sur 3 aspects. Les droits de l'homme en Algérie, l'identité amazigh de l'Algérie et la consolidation de l'Algérie. Consolidation, nous voulons dire par là intégrité du territoire de l'Algérie, du territoire algérien. Donc, là, maintenant, nos compatriotes d'Algérie
donne cette impression d'avoir, nous disons bien, donne cette impression d'avoir oublié les détenus de ce mouvement ravageur qui a secoué l'Algérie. Innocents. Même ceux qui ont été de réels agitateurs. Nous pensons que pour 99% d'eux, ils ne comprennent absolument rien à ce qu'ils faisaient. Voici l'un des derniers livres que nous avons parcouru rapidement, parce que nous connaissons The Philanthropy of George Soros, Building Open Societies, écrit par Chuck Sudetic, avec un mot de George Soros en personne. The Open Societies. Nous vous recommandons de lire les papiers de notre compatriote Ahmed Ben Saada. Ils sont très détaillés parce qu'ils donnent ce que fait l'Open Societies dans les pays sous-développés. Mais pas en Amérique, ou en France, si. Dans les pays communistes, etc. Dans les pays sous-développés africains. Et d'Asie, bien sûr. Nous, bon, George Soros et l'Open Society, ben, c'est en 2011 que nous avons étudié ça à l'université de Montréal. Donc, nous avons atterri sur les droits de l'homme, la majorité de l'Algérie et l'intégrité du territoire. Ce sont parmi les actions fondamentales de Hussein Ahmed et de Louis Matoub. En apparence, elles sont simples, mais elles sont très complexes. Les objectifs de ces actions sont très complexes. Pour preuve, par exemple, un écrivain militaire algérien qui vient gémir à Tizi Ouzou. Au lieu d'aller gémir d'aller pleurer ou d'aller soutenir les populations algériennes, nos frères du Sud, les Tergis. Au lieu d'aller soutenir nos frères et sœurs de la Rocade. Amène à Tizi Ouzou, il gémit à Tizi Ouzou. Et la question de la majorité qui devient centrale parce que c'est un brasier que peuvent allumer plusieurs pays, plusieurs organisations internationales, et nous pensons essentiellement au roi de France et de ses colonies africaines, comme ils viennent de le faire avec les Peuls au Mali, et nous pensons aux États-Unis d'Amérique. Et la pire possibilité viendrait de la Ligue arabe. Oui. Sur la manipulation anthropologique de la nation algérienne. Voilà. Donc, c'est des questions, en apparence simples, mais c'est des questions très complexes. Cette question mérite des réponses, mérite des solutions. Parmi les solutions, celles que nous avions proposées en 2014, la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. L'arrêt de l'enseignement de Tamazight dans les écoles primaires et le renvoyer aux études supérieures. Voilà. Mettre l'enseignement de Tamazight dans les universités, monsieur. Mesdames et messieurs. Pas dans les écoles primaires ou les collèges ou les lycées, là. C'est une gabegie, c'est une fumisterie, etc. Ce que vous voulez. Donc, voici, de manière assez simple. Mais la complexité est là. La complexité est là. D'autant plus avec une présidence, comme nous l'avions dit au départ, conciergerie du roi de France et de ses colonies africaines, Macron, un état-major fait de ses caporaux, des compatriotes qui sont détenus injustement, qui sont devenus des otages. Nous le précisons, ce sont des otages. Nous nous excusons auprès de leurs familles, de leurs amis, des épouses, des maris, des enfants.
c'est une solidarité faible que nous disons. Même si elle est faible, c'est notre solidarité que nous exprimons. Voilà. Quand vous avez des généraux qui sont incapables de se revendiquer du patrimoine, de l'héritage, même pas de l'héritage c'est trop dire, qui sont incapables de se revendiquer au moins des idées de la Bible Mehdi, de Abbas Laghrour, de Mustafa Ben Boulaïd, du colonel Chabani, incapable. Quand vous avez des militaires femmes, hein, incapables de se revendiquer de Jamil Abou Hired, de Zohra Drif, de Hassiba Ben Bouali, etc. La gravité de la situation est là. Nous, en plus de cette conviction, de cette certitude que la révolution algérienne est l'une des plus grandes, si elle ne l'est pas déjà, c'est l'une des plus grandes révolutions de toute l'humanité. Hein. Y compris quand elle est comparée à la révolution américaine. Y compris quand elle est comparée à la prétendue révolution française. Voilà. Disons, nous pensons à Amim Saad Kchot. Quand son fils Ali nous a pris à la maison chez lui, nous nous sentions vraiment très, très petits. Devant l'aura, devant la noblesse de l'homme, de Msaad Kchot. Surtout depuis que nous avions commencé à développer une relation simple, très simple, faite de respect, de sourire, de quelques histoires, de quelques événements qui se sont produits, aussi bien à l'étranger que dans les montagnes d'Algérie. Nous nous sommes déplacés aux États-Unis d'Amérique et nous sommes prêts à faire d'autres déplacements ailleurs. C'est minime comme acte, mais c'est notre participation à une diplomatie positive, pas une diplomatie négative là, pas cette triste diplomatie faite de pleurnicherie, de tzab. La diplomatie algérienne, oui, elle peut faire des concessions, mais elle peut être intraitable aussi. Mais elle ne doit pas romper. Que le sommet arabe ait lieu en Algérie, tant mieux. Qu'il soit annulé ou transféré ailleurs, tant pis. Ça, c'est pour la façon sèche de voir l'événement. Maintenant, la façon politique de voir l'événement, c'est de constituer un autre bloc. Constituer un autre bloc d'union des pays d'Afrique du Nord et du monde arabe, avec d'autres règles. Voilà. Maintenant, nous allons passer avant de passer à ça, et à ça, nous allons dire autre chose, qui est quelque chose de encore plus simple. Notre regret après notre déplacement aux États-Unis. Pas aux États-Unis, les États-Unis sont trop grands. À Washington et New York.
un regret, une faute non excusable. Nous avons raté une prière, au moins une prière, dans une mosquée de Washington. Nous avons raté une prière, au moins une prière, à Dieu, dans une mosquée de New York. Parce que nous avons foi en Dieu. Nous le prions de nous guider vers la bonne action. Et nous le prions de nous bloquer au cas où nos intentions aboutiraient à des résultats opposés à ce que nous souhaitons pour notre patrie. Oui, nous demandons à Dieu de nous guider. Comme nous le répétons, c'est une faute inexcusable. Nous avons raté une prière dans une mosquée de Washington et une prière, au moins une prière dans une mosquée de New York. Dans nos prières, si nous avions fait ces prières à Washington et New York, nous aurions pensé à tous nos frères d'Algérie, à toutes nos sœurs d'Algérie, à ces malades qui souffrent dans les hôpitaux, à ces militaires qui souffrent dans les frontières. Nous aurons pensé à toutes les personnes que nous aimons à titre personnel. Nous aurons prié pour leur bonheur. Nous aurions prié pour la paix, au moins la paix et la joie pour notre maman. Nous aurions prié pour le bonheur de celle qui nous a permis de vous dire ces mots, et qui est en Algérie, qui est à Ouagnoun, plus exactement, voilà. Nous avons foi en Dieu. Dans nos prières privées, toutes les personnes que nous aimons passent. Toutes les personnes qui souffrent et que nous ne connaissons pas reçoivent nos prières. Voilà. Donc, continuons. La Kabylie est, comme toujours, la Kabylie est victime d'une offensive d'empoisonnement, d'intoxication par l'information, qui est son nom là, horrible. C'est l'été, c'est la période estivale, que nos compatriotes d'Algérie, de toute l'Algérie, s'offrent du bon temps dans les plages, très bien, qu'elles s'offrent du bon temps éphémère d'artistes, de chanteurs qui animent des galas, c'est bien. Oui, l'Algérien a besoin de respirer, là. Il a besoin de respirer. Mais il faudra revenir sur Terre. Il faudra revenir vers la réalité amère dans laquelle nous vivons. Les malades qui souffrent, qui attendent la mort dans les hôpitaux algériens, faute de médicaments, faute d'instrumentation pour les chirurgies, faute à cause des pannes des équipements médicaux. Récemment, nous avons échangé avec un universitaire, plus exactement universitaire, dans le domaine de la médecine, de la santé et de la pharmacologie en Algérie. Oui, bien sûr, nous avons évité d'aller dans certains détails. Voici les 2 derniers livres
les deux derniers livres que nous avons lus. The Body Economic, Why Austerity Kills. Ça, c'est un livre écrit par deux spécialistes en médecine. Un est Research Fellow at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, spécialiste dans l'hygiène et la médecine des maladies tropicales. C'est David Stuckler. Le deuxième, Sanjay Basu, il est professeur assistant en médecine à épidémiologiste à l'université de Stanford, à San Francisco. C'est écrit, bon, The Body Economic. Là, c'est un titre subtil, bien sûr. En économie, on parle du corps économique, hein? Corps, l'ensemble des agents économiques, l'ensemble. Des infrastructures, des superstructures. Mais ici, c'est body économique, le corps humain. Pourquoi l'austérité tue? Why austerity kills? À expliquer les effets des politiques publiques économiques sur la santé. À ce propos, quel est le nombre de programmes de prévention de maladies dans les écoles? Dans les écoles primaires, programme de prévention avant que l'enfant ne meure, avant que l'enfant meure plutôt, avant qu'il ne souffre, avant qu'il ne fasse souffrir ses parents, avant qu'il ne fasse saigner les économies. Parce que même s'il est assuré, même si ses parents sont assurés, il n'y a pas de quoi acheter là. Il n'y a pas de quoi acheter. Médicaments, pansements, etc. Est-ce qu'il y a un recensement comme ça, à la louche, des malades mentaux, des déprimés, des dépressifs dans les villages d'Algérie? Les dépressifs, à cause des situations économiques désastreuses. Les dépressifs, comment allez-vous les soigner? Ça, c'est des éléments de la guerre hybride. Voilà, ça, c'est... Bon, nous n'allons pas faire la liste de tout. Voici maintenant Medicare Myths, les mythes de la médecine au Canada, hein? La feuille d'érable, hein? Au Canada. C'est écrit par un médecin qui a été ministre dans l'une des provinces du Canada. On peut comprendre certaines de ces affirmations. Mais dans notre cas, nous allons détruire 95% de ce qu'il a affirmé ici. Dans notre cas, nous allons détruire 95% de ce qu'a affirmé ce ministre et qui a fait de pratiquer la médecine au Canada, dans une province de l'Est canadien. Invitez-le en Algérie. Invitez les deux premiers de Body Economic. Allez, celui-là, invitez-les. Vous aurez deux versions. Et puis, donc nous avons parlé de la santé. L'éducation. Parce que nous allons les aborder ici. L'éducation. Il y a un phénomène pour lire les livres, pour notre technique de lecture de livres, elle est comme ça. Si on ne fait pas subir au livre, cette gymnastique de surlignement, d'annotation, etc., nous considérons que nous avons raté la lecture de l'ouvrage. C'est ainsi pour tous les livres. Hein.
Donc, il y a la joie de tourner les pages. Tourner les pages, revenir en arrière rapidement, aller vers l'avant rapidement, consulter une note de fin de document rapidement, au lieu d'attendre jusqu'à la fin de la lecture de toutes les pages. Récemment, comme nous l'avons dit, quand un ministre algérien fait une déclaration, c'est pour dire une connerie. Préparation de la rentrée, scolaire, la prochaine rentrée scolaire pour alléger le cartable, achat des tablettes. Bon, d'abord, on confond tablette et liseuse. Une tablette, ça a tous les accessoires, les logiciels qu'il y a à l'intérieur, des utilitaires, etc. Mais une tablette, c'est juste un petit bidule comme ça, à travers lequel on lit des livres. Cas réel maintenant. Quand nous avons publié nos 2 ouvrages chez Amazon aux États-Unis, nous avons contacté Amazon pour la possibilité de mettre notre ouvrage dans une tablette et négocier un certain nombre de tablettes avec un coût réduit et la gratuité de nos 2 ouvrages. Debza, notre ouvrage Debza, un coup de poing pour Debza, le courrier du peuple, et The One and the Last One, c'était en anglais. Pour faire une opération, appelez-la marketing, appelez-la comme vous voulez, ou bien de bienfaisance, etc., en Algérie, après la série d'incendies. Amazon nous a répondu que cette opération n'est pas possible en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a des redevances à payer, etc. Il y a des paiements à distance, paiement par carte de crédit ou bien carte de débit, peu importe. En Algérie, c'est pas possible. Revenons aux tablettes maintenant, à ces liseuses. Supposons, pas supposons, il y a environ 4,5 millions d'élèves en Algérie. Allez-vous acheter 4,5 millions de tablettes de Chine, des États-Unis, de France, d'Allemagne ou de n'importe quel pays? 4,5 millions de tablettes. À un prix moyen de 100 $ pièce, 100 $ la tablette, la liseuse. C'est 450 millions de dollars. Ça, c'est rien que pour l'équipement. La tablette, là. 450 millions de dollars. Multiplié par le taux de change algérien, vous avez des milliards de dinars après, là. Est-ce que les installations électriques sont préparées dans les salles de classe? Ah oui, un enfant, il viendra là, brancher sa tablette. Est-ce qu'ils sont formés pour manipuler une tablette, une liseuse? Est-ce que les enseignants sont formés pour la manipulation des tablettes? Est-ce que la maintenance des tablettes est prévue, est préparée? Si un enfant perd une tablette, va-t-il recevoir des tannées ou bien une nouvelle tablette? Ou bien sera-t-elle payée par son père, par ses parents, par sa famille, au sens large, père, mère, frère, sœur? Comment se feront les téléchargements des livres? Maintenant, est-ce que c'est la théorie de Schumpeter, la destruction créatrice, the destructive creation? Vous allez détruire tous les emplois liés à l'impression, à l'imprimerie, à la préparation des livres. Ça, c'est la première. Vous allez tuer toute l'industrie du recyclage s'il existe une industrie de recyclage en Algérie. Vous allez participer à l'abrutissement de l'enfant. Voilà. Vous allez mettre la vie de l'enfant en danger. Parce qu'au sortir de l'école, si le trajet de l'école jusqu'à sa maison n'est pas sécurisé, il pourra se faire agresser par un voyou. Ah oui, tout ça. Maintenant, pour 4, supposons qu'il y a
5 millions de dollars de dépenses par année. Parce que chaque année, il faudra renouveler les tablettes qui sont en panne, qui sont hors d'usage, et il faudra en acheter d'autres pour les nouveaux élèves. Ah ouais. Est-ce que ce sera pour tous les élèves du primaire? Est-ce que ce sera pour tous les élèves du collège et du lycée? Voilà. Ça, c'est pour les tablettes. Avec le volume, ce volume financier, pourquoi ne pas rallonger d'une année la scolarité des enfants pour justement mieux les former? Nous allons reprendre ce chiffre. Allonger la scolarité des collégiens, des lycéens d'une année pour qu'ils soient mieux formés. Tous ces aspects détaillés ont été abordés dans notre conférence sur l'OMC en 2013, les impacts économiques de Tamazight en 2014 et les impacts de la dévaluation du dinar en 2015. Nous les avons abordés dans le détail. Là maintenant, nous sommes assez très superficiels. Alors, ils ont décidé l'introduction de l'enseignement de l'anglais à l'école primaire. Première remarque, la diversion, c'est-à-dire l'absence de sérieux des dirigeants, de ceux qui croient qu'ils sont dirigeants de l'État. L'État est privatisé en Algérie. Ceux qui croient que l'État est privatisé en Algérie. Mais malgré ça, les Algériens doivent demeurer pacifiques. Ça, c'est l'enseignement de l'anglais. Oh, les Suédois, les Finlandais, les Danois, les Norvégiens, les Français, les Américains, les Canadiens québécois étudient d'abord leur langue maternelle avant d'aller vers l'anglais. Maintenant, soit. L'enseignement de l'anglais pour dès le primaire. Allez-vous créer encore du racisme, un enseignement à cette vitesse? Une école à Ouagnoun a un enseignant d'anglais, un et un seul. Celle du Sud, non, pas du tout. Deux à Alger, en ont. Et pour ces élèves, est-ce que les programmes sont prêts? Est-ce que les programmes étudiés sont prêts? Vont-ils apprendre Shakespeare, John Stuart Mill, William Faulkner? Ou bien apprendre les mathématiques en anglais, les sciences physiques et la médecine, le cours humain, au moins pour se préparer des études de médecine. Hey, il est temps d'imposer l'anglais à vos étudiants en médecine, en physique, en économie, en sociologie, pour qu'ils comprennent de quoi ça retourne dans les institutions internationales. Oui, pour comprendre un tant soit peu, pour parler à minima l'anglais, en plus du rien que nous avions appris en Algérie, et nous nous sommes remis à l'école de cours d'anglais ici au Canada. Avez-vous fini par l'enseignement de Tamazight dans les universités pour introduire l'anglais dans le primaire? Oui, imposer l'enseignement de Tamazight dans les universités pour que ça... On va utiliser un trickle down, un terme économique, de trickle down, pour que ça descende vers le bas. Non, vous allez prendre un étudiant en première année anglais à l'université qui ignore comment se prononce un mot basique en anglais et vous allez l'envoyer à l'école. Alors, ça c'est pour l'anglais, la Tamazight, les tablettes. Arrêtez. Donc, ils embarquent
sur des sujets de diversion qui n'aboutiront jamais, mais qui laissent des sujets qui font croire aux lobbies internationaux, aux organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE et les organes parapublics, ce qu'ils appellent les think tanks. Oui, nous sommes d'accord avec vous, nous allons enseigner l'anglais, marre du français, etc., etc. Bon, encore faut-il que le roi de France vous laisse agir comme vous le voulez. Maintenant, bon, nous allons venir à cette dernière partie dans laquelle nous allons inclure, combiner tous les éléments que nous avons dit auparavant. Les droits de l'homme, l'éducation, la santé, l'économie, mais avec des termes très simples. Hein. Et bien sûr, nous rappelons toujours l'endettement international, le gazoduc Nigeria, Niger, Algérie, etc. Hein. Nous allons ramasser tout ça. Mais avant de l'oublier, nos pensées aux soldats de l'armée algérienne. Soldats! Nous avons tout ce que nous avons dit sur l'état-major et les généraux algériens, etc. Ça, c'est très, très superficiel. Parce que nous voulons maintenir la paix. Parce qu'il y a des sujets encore plus coriaces, plus sévères qui sont traités aux États-Unis, en France surtout. Ils sont traités en France, mais aux États-Unis, c'est la France qui les exploite. Pensez toujours à ces braves soldats. Il y a l'Askar, il y a le Junoud. Nous avons fait notre service militaire. Vous avez notre cœur. C'est tout ce que nous pouvons vous offrir. Notre cœur. Et nous sommes tristes pour tous ces chanteuses et chanteurs qui s'agitent dans la région algéroise et qui vous ont oublié. Au lieu de venir dans une caserne, sable, avec une estrade bricolée rapidement pour vous offrir une soirée de gala, une soirée de chant, une soirée de décontraction parce que vous galérez pour nous protéger. Vous souffrez. Vous avez notre cœur. C'est tout ce que nous pouvons vous dire maintenant. Donc, dans cette dernière partie, nous allons utiliser ces données et nous allons imbriquer l'anthropologie, l'économie, la majorité de l'Algérie, les droits de l'homme, la démocratie, à travers l'indice de développement humain de l'Algérie. Donc, au préalable, nous devons rappeler quelques objectifs de notre déplacement à Washington auprès de la Banque mondiale et du FMI. C'est pour, d'abord, maintenir l'Algérie en paix, maintenir la paix en Algérie, éviter des flots de sang, éviter des flots de sang à travers les émeutes, la violence, etc. Et garantir, bien sûr, inclure les dimensions non économiques dans l'économie. Donc, pour cela, nous allons utiliser l'indice de développement humain. Ce que vous voyez ici, c'est ce sont les derniers chiffres de l'indice de développement humain produit par le PNUD. Donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes adressés au PNUD et maintenant, après, nous fournirons certaines explications plus détaillées, peut-être un peu plus techniques, mais simples. Hein. Nous allons demeurer dans la simplicité. À côté ici, vous avez les pays au plus haut
indice de développement humain que sont ces pays sont la Norvège, l'Irlande, la Suisse et Hong Kong. L'Algérie et la Tunisie sont classés parmi les indices de développement humain élevés. Pour le Niger et le Nigeria, ils sont faibles. Ils sont faibles. Ce que maintenant, nous allons réduire ça à ça. Et uniquement ça. C'est-à-dire, ici, c'est la Norvège, l'Algérie, le Niger et le Nigeria. D'une manière simple, ici, vous avez le vert, ce sont les revenus, c'est-à-dire les gains par année, par habitant. L'orange, c'est l'éducation. Le bleu, c'est l'espérance de la vie à la naissance. L'espérance de la vie à la naissance. Donc, ici, bon, nous le répétons encore une fois là. Hein. Les calculs, les équations mathématiques et les calculs sont publiés dans le livre de la jarre pour la patrie. Ensuite, bon, nous rappelons toujours notre conférence sur l'accession de l'Algérie à l'OMC, les impacts économiques de Tamazir, les impacts de la dévaluation du dinar sur l'économie algérienne et le bien-être des Algériens, et certaines autres interventions. Et certaines autres interventions en rapport avec la paix, les droits de l'homme, la guerre Maroc-Algérie, etc. Si maintenant, vous voyez ici cet écart entre l'Algérie et la Norvège, cet écart entre le Niger et l'Algérie, cet écart entre le Nigeria et l'Algérie. Mais maintenant, pour le cas du Niger et du Nigeria, le comparer à la Norvège est loin d'être notre propos, mais comparer le Niger et le Nigeria à l'Algérie, oui, parce que, bon, il y a l'appartenance au continent africain, l'appartenance à l'organisation à l'Union africaine, le développement économique de la région, des points communs sur l'anthropologie, la majorité de l'Algérie et du Niger, le partage de certains attributs environnementaux de la nature, hein, surtout avec le conflit Algérie, Mali, Niger, allumé par le roi de France et Cérémonie africaine, le président Emmanuel Macron. Voilà, donc ces aspects, nous les avons déjà traités. Donc ici maintenant, comparons un petit peu l'Algérie, rapidement l'Algérie à la Norvège. Donc vous avez cet écart. D'où vient cet écart? C'est l'intensité de ces trois variables qu'il faudra comparer. Bon, là, maintenant, elles sont comparables. Nous pouvons les comparer parce que ce sont des valeurs discrètes. Nous pouvons les comparer, mais ce n'est pas de la théorie que nous allons faire. Donc, pour que l'Algérie atteigne le niveau de la Norvège, il faudra qu'elle améliore son espérance de la vie à la naissance, son éducation et les revenus. Maintenant, est-ce que les chiffres de l'Algérie sont bons? Pour 2021 et 2022, la croissance économique de 2020 à 2021 est de l'ordre de 15,84%. Elle n'est pas de l'ordre, elle est de 15,84%. Personne ne parle de ce phénoménal taux de croissance en Algérie. Tout simplement, il est faux. Ça, c'est notre calcul. Les résultats, les chiffres qui sont balancés un peu partout dans certains médias, il est de l'ordre de 3%, 4%, disons 4%. Mais de 2019 à 2020, la récession de l'Algérie a été d'environ 15%. Pour ça, vous jetez un coup d'œil sur les chiffres que nous avons traités de par le passé, vous allez voir. Jusqu'à là, la solution au problème n'apparaît pas. Les problèmes sont là. Voici les chiffres utilisés par le PNUD
ce sont les chiffres de PNUD. Les annotations au stylo sont les nôtres. Qu'est-ce qui se passe? Le revenu de l'Algérie par habitant, une fois ajusté, il passe à 11 174 $ par année. Ça, c'est ce qu'ils appellent, en parité de pouvoir d'achat, au dollar de 2017. La parité du pouvoir d'achat calculée par rapport à la valeur du dollar de 2017. Nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails, mais en déposant ces chiffres, nos chiffres au PNUD et à la Banque mondiale, l'OFMI, nous voulons voir comment a-t-on obtenu ce résultat de 11 174 $ par tête d'habitant en Algérie, alors que le revenu en dollars nominaux par habitant est de l'ordre de 3 800 $ par année. Bien sûr, les gars du PNUD nous répondront que nous avons utilisé les données du FMI et de la Banque mondiale. Et c'est vrai. Ils ont utilisé les données du FMI et de la Banque mondiale. En 2019, le revenu par habitant en Algérie a été de 3 989,7 $. 3 000, arrondissant à 4 000 $. En 2021, il y a une chute. Ils disent la pandémie, ils disent tout ce qu'ils veulent, mais jamais la dévaluation du dinar. Il est de 3 765 $. Avec ce qui est appelé l'ICP. L'ICP, c'est the International Comparison Program, utilisé par le FMI et la Banque mondiale, et par ricochet par le PNUD. Nous atterrissons sur un revenu de 11 174 dollars par habitant. C'est cette valeur qui a fait classer l'Algérie 91e. Prenez l'équation du calcul de l'indice de développement humain, tel qu'elle se trouve sur Internet. Si vous n'avez pas un autre livre, c'est expliqué dans le détail. Le livre de la Jarre pour la patrie. C'est expliqué dans le détail, il y a des exemples. Prenez l'équation de calcul de l'IDH, l'indice de développement humain. Maintenez le nombre d'années de scolarité. Dans le cas de l'Algérie, c'est 8 années. Maintenez l'espérance de vie à la naissance de l'Algérie qui est, d'après le PNUD, de 76 années,9, c'est-à-dire presque 77 ans. Maintenez ces deux variables, mais jouez juste avec le revenu par habitant. En le ramenant à 5 000 $ par année, nous disons bien à 5 000 $ par année, nous allons nous rapprocher du Nigeria. Le Nigeria est classé 161e. Et comme par hasard, le Niger est classé 158e. C'est-à-dire le Niger est plus développé que le Nigeria. Prenez l'équation de l'IDH, mettez 5 000 $. Vous allez voir comment va chuter l'indice de développement humain de l'Algérie. Tenons, quand nous combinons ces chiffres, ces graphiques et ces chiffres, nous allons tirer des conclusions. L'espérance de la vie à la naissance en Algérie est de 76,9 années. En Norvège, elle est de 82 années. 82,4. C'est-à-dire l'Algérien perd à peu près 77, il perd
5,4 années d'espérance de vie à la naissance. 5,4 années d'espérance de vie à la naissance. Il faut penser à l'éducation, à l'économie, à la consommation, au développement, aux investissements, à tout ça. Hein. Alors que l'espérance de vie à la naissance au Nigeria est de 54,7. Donc, en posant ce problème de données et de graphiques, l'État algérien est en train de se tirer des balles, est en train de tirer des balles dans les têtes de tous les Algériens. L'État algérien se rafale par lui-même à travers des données complètement bidons. Et sur ces données, peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent. Hein. Sur l'ICP, l'ICP, hein, the International Comparison Program, utilisé par le FMI, la Banque mondiale et le PNUD par ricochet. Ce programme, cet International Comparison Program a été développé par l'Université de Pennsylvanie, etc. Nous avons consulté les données de l'ICP. Les données brutes, hein. Les données brutes. Allez-y les consulter, vous allez voir les niveaux de consommation des Algériens. Si réellement les Algériens consommaient ce que dit ce ICP, Algérien vivrait 82 ans. 81 ans. Maintenant, le problème de l'éducation, puisque nous l'avons soulevé auparavant, la durée de la scolarité, la moyenne des années de scolarité en Algérie, many years of schooling, est de 8 années. En Norvège, elle est de 13 années, 12,9 exactement. Il y a 5 années de différence, 5 années d'éducation. Nous rappelons que la Norvège a 5,37 millions d'habitants et que l'Algérie a 43,85 millions. Ça veut dire quoi? 8 années de scolarité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'enfant rentre à 6 ans à l'école, il quitte à 14 ans. C'est-à-dire il n'atteint même pas le niveau de collège. Eh bien sûr. Vous allez dire, et dans ce cas-là, pourquoi avoir des élèves dans les collèges, dans les lycées, dans les universités? Oui, bien sûr. Ce ne sont pas tous les élèves qui s'arrêtent à 14 ans. Il y a des élèves qui s'arrêtent à 10 ans. Il y a des élèves qui s'arrêtent à 17 ans. Il y a des élèves qui s'arrêtent à 20 ans. Il y a des étudiants qui arrêtent d'étudier à l'âge de 21 ans. Il y a des étudiants qui étudient jusqu'à 30 ans sans avoir de diplôme. Tout ça. Tout ça. Donc, l'éducation en Algérie. Donc, nous, c'est en 2014 que nous avons suggéré l'allongement d'une année de l'éducation au moins dans les 2 premiers niveaux, primaire et collège. Nous n'allons pas revenir sur tous les détails économiques et de développement, etc. Concernant la différence de revenus, en considérant que l'Algérien, sur la base de ces chiffres, hein, que nous rejetons, hein, 11 000 $ et ceux de la Norvège qui sont de 66 000 $, c'est 6 fois plus. La Norvège était un pays exportateur de pétrole. Maintenant, il a complètement changé de modèle de développement économique. Donc, nous atterrissons maintenant. Nous revenons. Nous allons supprimer la Norvège. Nous avons supprimé la Norvège, nous allons garder uniquement l'Algérie, le Niger et le Nigeria. Voilà. Ces 3 pays. Est-ce que des 3 pays qui présentent ces niveaux de différence peuvent coopérer? En termes économiques, on dit, peuvent-ils s'intégrer? Non. Maintenant, nous allons aller sur
la mondialisation. Nous allons aller sur la mondialisation. Nous vous invitons à jeter un coup d'œil rapide sur notre présentation de l'accession de l'Algérie à l'OMC. Hein? Parce que là, bon, dans l'accession, c'était un ensemble de batteries théoriques. Là, maintenant, nous allons prendre des exemples très simples comme nous nous sommes engagés. En partant aux États-Unis, à la frontière Canada-États-Unis, passer la douane, nous passerons sur certains détails, bon, parce que à une autre occasion, nous allons les raconter, mais pour les regarder d'un point de vue international. Hein. Nous avions une orange, China, Youth, avec l'étiquette comme quoi c'est un produit de l'Ontario. Une orange, nous disons bien une orange. Les douaniers l'ont vu. Monsieur, c'est quoi ça? What's this? C'est une orange. I want to eat it. C'est une orange que je vais manger là dans le bus parce que nous avons voyagé dans le bus. Ah non, it's forbidden. C'est interdit. Quoi? Une orange. Une orange. Tous les produits de l'Ontario sont interdits d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Tous les produits agricoles. Hein. Pour que certains produits y entrent, il faut des autorisations spéciales, toute une procédure. Alors que ce sont les États-Unis d'Amérique et le Canada qui sont le chantre de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Disons bien, une orange. Bon. Les douaniers nous ont souri, nous avons souri, bon, prenez l'orange. Et ils l'ont prise, ils l'ont mise dans un sachet, peut-être qu'ils vont faire un don ou bien la jeter. Là. Un don à des organismes caritatifs aux États-Unis. Une orange, ils l'ont prise. Maintenant, parlons des oranges, de la mondialisation, etc. Certes, ça c'est les États-Unis d'Amérique qui pratiquent du protectionnisme. L'Algérie se vante d'exporter vers le Niger, etc., pas vers la Tunisie, etc., etc. Alors que la pauvreté est en train est devenue, nous sommes en état de guerre. La pauvreté, elle seule, est une guerre contre la nation algérienne. Ça. L'expérience récemment, l'expérience du moins. Nous sommes au seuil de la guerre. La guerre n'est pas le problème de guerre entre l'Algérie et le Maroc n'est pas encore réglé là. Hein? Maintenant, ils veulent faire un gazoduc Niger-Algérie. Des ministres dans un folklore dégoûtant ont signé un mémorandum d'accord. Mais la différence entre un mémorandum et un accord, la différence fondamentale, c'est qu'un accord est contraignant, le mémorandum non. Ça d'un point de vue juridique. Un accord est contraignant, c'est-à-dire il peut être soumis à des tribunaux, à un arbitrage. Le mémorandum d'accord, non. C'est-à-dire on peut revenir sur certaines clauses. Directement au niveau ministériel. Trois ministres. Pour le cas du ministre du Niger, toutes les ressources naturelles du Niger sont gérées par la France, sont prises par la France avec une monnaie française, etc. Le Niger est dans une pauvreté extrême, il veut faire la guerre au Mali, et dans un folklore des plus dégoûtants. Les trois ministres se font des gestes, indescriptibles là, des gestes de satisfaction, de bonheur, etc., etc. Alors qu'aucune réunion de spécialistes en énergie, de spécialistes en environnement, de spécialistes en économie, de spécialistes en droit a été faite. Là, vous comprendrez que l'Algérie est en train d'exécuter des ordres, point barre.
Et les ordres viennent des États-Unis d'Amérique et les Français embarquent dessus. Exemple de problème, il n'y a pas de gazoduc commun entre l'Algérie et le Maroc vers l'Espagne. Hein. C'est le gazoduc algérien qui va directement en Espagne ou qui passe par le Maroc, du moins avant. L'Algérie toute seule. Et elle a des problèmes monstres avec l'Espagne et le Maroc. Donc, imaginez le cas de l'Algérie, Niger, Nigeria. Nous citons 3 problèmes immenses. Le problème du free riding. Free riding, c'est ce qui est appelé le tricheur, le risquilleur. Le tricheur, qui va contrôler les quantités envoyées par le Nigeria, par le Niger et par l'Algérie. Ça, c'est la preuve. C'est un élément, hein, un tout petit élément. Le deuxième élément, comment seront répartis les coûts de la maintenance de ce gazoduc. Troisième élément, en cas de sabotage de terrorisme déclenché par la France ou un autre pays, qui va supporter les dégâts. Quatrième élément, qui contrôle la qualité du gaz du Nigeria, du Niger et de l'Algérie. Sont-ils de même qualité? Cinquième problème, seront-ils vendus, ce gaz, ou bien ces quantités acheminées vers l'Europe, seront-elles vendues au même prix, à un prix unique, ou à un prix différent? Est-ce que le prix du gaz du Nigeria sera identique à celui du Niger et à celui de l'Algérie? Comment vont se faire les répartitions des recettes? Tout ça. C'est pour cette raison que vous voyez certains prétendus très hauts responsables de l'État balancer, dire des inepties. Tout ça à cause du manque de patriotisme. Un pays d'abord se gère par ses enfants, se gère par des patriotes. Quand nous disons qu'un pays se gère par des patriotes, il faut voir comment réagissent les responsables américains, les policiers américains, les douaniers américains pour protéger devant les menaces qui pèsent sur leur pays. Un pays se gère par les patriotes. Ceci va laisser toujours des mécontents parce qu'il est difficile d'intégrer les préférences de tout un chacun. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères, chères sœurs d'Algérie, l'étranglement de l'Algérie est là. Il est là. Éviter, la nation algérienne doit premièrement se prononcer sur plusieurs points. Pour nous, les plus importants sont 1. Dire au roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, foutez le compte de notre pays. Laissez-nous nous exploser tout seuls, sachant qu'il nous a déjà explosé. C'est la première. Deuxièmement, il est temps de renouveler l'état-major de l'armée en intégrant des colonels. Des colonels, franchement, diplômés de l'académie de Cherchel, diplômés de l'école supérieure de la logistique de Harrach, diplômés de l'école de géodésique d'Oran, quelque chose comme ça là, hein, de l'INITA, etc. Des colonels, nous disons bien des colonels. Et les généraux grabataires là doivent rentrer chez eux. Jusqu'à maintenant, nous sommes très, très, très modérés dans nos mots. Ça, c'est le côté patriotique. Côté anthropologique maintenant.
La question de la majorité est devenue une bombe à neutrons en Algérie. Parce que c'est depuis 2014 que nous le disons, c'est depuis 2080 que ce problème s'est posé, depuis 1948, bien avant. Les anglo-saxons vont nous bousiller avec cette question. Et celui qui l'alimentera le plus, qui soufflera de plus, c'est le roi de France, Emmanuel Macron, qui vient de le faire avec les Peuls au Mali. Avez-vous remarqué son silence sur la violation des droits de l'homme en Algérie? Allons-y vers la majorité de l'Algérie. La majorité des Telgis, des Auressiens, de l'Ouest algérien. Oubliez la Kabylie, là. Oubliez la Kabylie. La majorité du Mzab. L'autre élément. Maintenant, ce n'est plus une suggestion ou bien une proposition. Ce sera les trois à la fois. Un argument d'autorité, une pensée magique et une pensée unique. À la fois. Les trois à la fois. Les Algériens salariés doivent exiger la baisse des salaires et des pensions de retraite. Ça, hein? Ils doivent exiger la baisse des salaires et des pensions de retraite et en parallèle demander une réduction du travail, du temps de travail pour pouvoir le partager avec les autres, avec les sans-emploi. Il est difficile pour les Algériens en résidant, bon peut-être parce que ils veulent rester dans le... peut-être apprécié par l'opinion publique, cette histoire d'allocation chômage, histoire d'allocation pour les personnes qui n'ont jamais travaillé, parce qu'une personne qui n'a jamais travaillé n'est pas chômeur, hein, est une catastrophe. La baisse des... Alors là, la baisse de grosses pensions de retraite là pour ceux qui ont 10 années de décret, etc. Là, c'est un cataclysme sur l'Algérie. Pour les secteurs économiques actuellement productifs, hein, manufacture, abandonner ces histoires de PRI, PRC. En le faisant, vous allez clouer le bec au FMI et à la Banque mondiale. Et vous allez donner le temps, T-O-N, hein, le temps à un mouvement révolutionnaire dans toute l'Afrique du Nord, y compris au Maroc et en Tunisie. Chers compatriotes, à une autre occasion, dans un espace public, nous allons aborder, dans la décontraction, hein, des éléments qui apparaissent futiles, mais qui ont un impact immense, tant en relations internationales qu'en économie internationale, que sur le développement national. Des futilités, hein, vraiment des futilités. Comme une futilité, par exemple, comme l'ouverture de la frontière de l'Algérie avec la Tunisie, que nous accueillons à bras ouverts. Nous sommes très heureux pour l'ouverture de la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Et nous le serons encore plus avec l'ouverture entre la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Comme les frontières sont ouvertes avec le Mali et le Niger, alors que c'est une zone en état de guerre. Ils sont très heureux. Mais pas avec cette politique monétaire-là. Pas avec ce taux de change-là. Mais ça, avec un dinar tunisien et un dirham marocain surévalué par rapport au dinar algérien, les Algériens se sentent à l'aise en Tunisie, pas au Maroc actuellement. Se sentent bien. Et pourtant, la valeur de leur monnaie est de loin inférieure à celle du dinar tunisien. Ils se sentent bien. Que dire si les deux monnaies sont sensiblement égales?
Les Algériens seraient heureux, seraient heureux. Bah, il y aura toujours des perdants. Chers compatriotes, l'éducation en Algérie, la santé en Algérie, et criez avec moi, ou bien dites-le gentiment avec moi, au chef d'état-major et aux généraux de l'état-major, arrêtez de bousiller le pays. Arrêtez d'utiliser les réserves internationales de l'Algérie pour l'achat d'un armement qui ne servira absolument à rien, sauf au suicide. Vous allez faire la guerre au Maroc, vous allez faire la guerre au Mali et au Niger, vous allez faire la guerre à la Tunisie et à la Libye, allez-vous faire la guerre à l'Italie ou à la France ou à l'Espagne? Ah, une calamité. C'est là où réapparaissent les valeurs patriotiques. C'est là où l'histoire de l'Algérie, l'histoire de notre patrie, doit encore ruisseler dans nos veines, dans nos pensées, dans nos mots, dans nos rêves. Merci, chers compatriotes d'Algérie.